Moi, je m'appelle Patrick Mbeko, je suis d'origine congolaise, je vis au Canada, ça fait une vingtaine d'années. J'ai fait mes études là-bas. J'ai une formation pluridisciplinaire parce que j'ai fait les sciences politiques, j'ai fait des études politiques appliquées, affaires publiques, affaires diplomatiques et stratégiques, journalisme, communication stratégique. Et en tout cas, j'ai touché un peu à tout et c'est des diplômes de cycle supérieur pour conclure, quoi. Donc c'est ça, et je suis auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits armés en Afrique. Le tout dernier que j'ai écrit, c'était sur la guerre de l'OTAN en Libye. Mais je me suis beaucoup plus spécialisé sur les questions relatives à la région des Grands Lacs africains, les guerres secrètes des grandes puissances, l'exploitation minière, parce que j'ai consacré un livre sur le rôle du Canada d'ailleurs dans les guerres en Afrique centrale. Donc en gros, c'est un peu ça, Patrick Beko. Conflit entre la RDC et le Rwanda, qui finalement prend des proportions de plus en plus grandes. Euh, Déjà aujourd'hui, d'après toi, succinctement, parce que ce serait très long à expliquer, comment tu justifies que le Congo soit encore économiquement là où il est, alors qu'il a tout pour être parmi les nations les plus avancées au monde? Mais en tout cas, les raisons sont multifactorielles, hein. Dans ce genre de situation, il y a pas de, il y a pas de, une raison unique ou simplement l'implication du Rwanda seulement. Non. Il y a une responsabilité congolaise qui est engagée. Les Congolais ont joué un rôle là-dedans, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur ou honte de le dire. Mais la situation de manière macro, de manière globale, découle du fait qu'au lendemain de la guerre froide, il y a une volonté des États-Unis et de leurs alliés de mettre la main sur les ressources naturelles et énergétiques du continent africain, et le Congo, le Zaïre, ex-Zaïre en tout cas, étaient parmi les pays qui étaient ciblés. Et donc pour cela, les États-Unis ont décidé d'appuyer les rebelles Tutsis qui étaient dans l'armée ougandaise, donc Kagame, parce qu'il était dans l'armée ougandaise, ils ont décidé de l'appuyer, d'appuyer l'Ouganda aussi, pour mener la guerre contre le Zaïre, en passant par le Rwanda d'Abiyarimana, qui était à l'époque proche allié de la France. Le Zaïre, à l'époque aussi, était proche de la France, même s'il entretenait de liens avec les États-Unis. Donc il y a eu une guerre globale des puissances anglo-saxonnes dans la région pour mettre la main sur les ressources de ce pays. Et le Zaire était, la région et le Zaire était le pays le plus ciblé. Et ça, les Américains l'ont dit ouvertement, on le trouve dans des documents officiels américains. Donc, quand on comprend cette dynamique-là, on comprend aussi la mécanique meurtrière qui a eu lieu d'homicide dans cette région, parce que le Rwanda de Kagame a profité des ambitions anglo-américaines pour avancer ses propres cas dans la région. Donc, on a une juxtaposition d'intérêts dans cette région qui permet de comprendre la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le À ce Congo. moment-là, déjà, il- à force de parler de Kagame, j'ai le sentiment quand même qu'on a tendance à oublier que les problèmes à l'est du Congo ont commencé avant Kagame, avant le génocide du Rwanda. Est-ce que Kagame, bon, tu l'as dit tout à l'heure, il y a plusieurs causes, mais est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait de dire que l'est du Congo a toujours été une zone qui posait problème à cause finalement des richesses qu'il y avait, de la gestion? Tu en parles aussi d'ailleurs, hein, et on va en parler des autorités congolaises. Pourquoi est-ce que ce n'est que Tshisekedi aujourd'hui qui se réveille? Et pourquoi est-ce qu'avant lui, on n'a jamais eu le sentiment qu'il y avait une volonté congolaise? Parce que, excusez-moi, le Rwanda, c'est ça. La République démocratique du Congo, c'est ça. Il y a pas match entre les deux, même en termes d'armée. Je ne suis pas sûr que l'armée de la RDC ne peut pas se défaire de celle du Congo. Mais déjà, avant la guerre, avant le génocide rwandais, quelle était la situation à l'est du Congo? Mais en tout cas, il y avait des tensions qui étaient liées justement à la présence à l'est du Congo des populations rwandophones que l'on soupçonnait d'être de connivence avec leurs frères qui étaient au Rwanda et qui faisaient la guerre contre le régime de Kigali. Parce qu'avant le génocide, il n'y avait vraiment pas de problème de pillage, il n'y avait pas tout ça. Il y avait un problème de gestion calamiteuse à la tête de l'État zaïrois, ça oui, comme dans la plupart des pays africains. Mais il n'y avait pas de problème d'insécurité comme celui auquel on est confronté aujourd'hui. Non, il n'y avait pas ça. Après le génocide, il y a eu un déversement de près de 2 millions de Hutus rwandais à l'est du Congo. C'est à ce moment-là que les Pourquoi? problèmes ont commencé. Mais parce Pourquoi le que, Congo ouvre ses frontières alors que tout le monde a fermé ses frontières? non, il y en avait aussi en Tanzanie. Il y en avait OK. aussi au Burundi. Seulement, il faut comprendre qu'à ce moment-là, quand on assassine le président du Rwanda de l'époque, le Hutu Juvenal Habyarimana, une guerre éclate, mais on n'assassine pas seulement le président Hutu rwandais. Le président du Burundi il se trouve dans le même avion que le président rwandais assassiné. Donc, il y a deux pays qui, qui sont décapités, en tout cas, en termes en termes de président, si tu veux. Donc, il y a la mort du président, pas Melchior son successeur, Ntariamira au Burundi, et puis il y a la mort du président Habyarimana. À ce moment-là, le Burundi, il y a un feu à sang.
Il y a déjà une guerre civile là-bas. Au Rwanda, la guerre commence en fait. Parce que quand on assassine le président, Kagame lance les hostilités. C'est la phase finale de sa conquête de pouvoir. Et pendant longtemps, on se disait, bon, les gens ont fui les massacres. Les Hutus fuyaient le massacre des Hutus par l'armée de Kagame qui assassinait pas seulement les Hutus, il tuait aussi les Tutsis qu'il soupçonnait d'être de connivence avec les Hutus. Parce que Kagame, quand on présente Kagame comme un Tutsi, on oublie de dire que c'est un Tutsi de l'extérieur. Donc, ce sont des Tutsis qui ont évolué dans la diaspora et qui n'avaient plus de lien avec les Tutsis de l'intérieur, que les Tutsis de l'extérieur, en fait, déconsidéraient, méprisaient, parce qu'ils considéraient que ces Hutus-là, ces Tutsis-là avaient participé avec le pouvoir Hutu qui est en place. Et donc, quand le massacre commence, avec cette histoire de génocide, il y a des massacres de part et d'autre, et la plupart des Hutus qui apprennent les exactions commises par l'armée de Kagame décident de fuir dans les pays voisins. Donc ils vont aller en Tanzanie, on va fermer la frontière, et puis beaucoup vont se déverser au Zaïre. Mais moi, quand j'ai commencé à étudier ce dossier-là, il y a plus d'une dizaine d'années, j'ai voulu comprendre comment 2 millions de personnes pouvaient se retrouver à l'est du Congo. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai étudié, analysé la stratégie militaire de Kagame, de son armée. Et là, j'ai découvert quelque chose de très important qui permet de comprendre ce qui s'est passé par la suite. Parce que, et tu as posé la question indirectement, tu dis que tous les autres pays avaient fermé la frontière. En fait, Kagame, quand ils vont conquérir des villes, ils vont s'arranger pour que les frontières avec ces pays-là soient fermées. Et il va laisser la seule porte de sortie aux fouillards, c'est le Zaïre. Au point que, lorsque le général Lafourcade, de l'opération turquoise, l'opération que les Français ont lancée pendant 2 mois après le début du génocide, quand ils ont lancé une opération militaro-humanitaire, il a même demandé à Kagame d'arrêter sa progression fulgurante parce que ça poussait les Rwandais à se réfugier au Zaïre. Mais Kagame ne voulait pas entendre raison, il a continué à le faire. Et c'est par la suite qu'on a compris pourquoi. Parce que lorsque le Zaïre a demandé le rapatriement de ces réfugiés-là au Rwanda, Kagame a refusé. Et à plusieurs reprises, il y a eu des discussions entre le HCR, les autorités zaïroises, donc l'actuel RDC, et le Rwanda. À chaque fois qu'on trouvait un compromis, Kagame court-circuitait la démarche. Pourquoi? Parce que Kagame avait besoin d'un justificatif pour envahir le Zaïre. Et ces justificatifs étaient la présence à l'est du Congo des personnes qui ont commis le génocide au Rwanda. Parce qu'il faut dire que parmi la population rwandaise hutu-rwandaise qui se retrouve à l'est du Congo, il y a aussi des gens qui ont participé aux exactions contre les Tutsis au Rwanda. Donc, c'est important de comprendre ça. Et Kagame va se servir de cette présence-là pour attaquer le Zaïre au prétexte que le Zaïre hébergerait des génocidaires. Mais ce qui est curieux, c'est que quand on lui a demandé le rapatriement de ces gens-là, il a toujours refusé. Et donc, il va utiliser cet argument-là pour attaquer. Et plus de 25 ans plus tard, c'est le même argument qui est utilisé pour déstabiliser continuellement le Kivu. Qu'est-ce qui empêche la RDC de chasser Kagame de son territoire? Ben là, c'est une très bonne question. Et c'est là où quand j'ai parlé de causes multifactorielles, de responsabilité congolaise aussi, c'est que, pardon, c'est qu'on arrive à un point où il y a eu des autorités congolaises qui se sont retrouvées à jouer le jeu de l'ennemi parce que ça faisait leur affaire sur le plan politique intérieur. Mais il y a aussi autre chose, c'est que il faut comprendre le processus de paix qui a mené aux élections, premières élections entre guillemets démocratiques au Congo. Ce processus de paix a été piloté par les Occidentaux, particulièrement les ennemis de Laurent Désiré Kabila. Parce que quand les Rwandais attaquent le Zaïre en 1996, ils créent une rébellion de façade qu'on appelle l'AFDEL, qui est dirigée par Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila est une marionnette. Il prend le pouvoir le 17 mai 1997 en RDC, il est placé là. Et qui est le chef d'état-major de l'armée congolaise? James Kabarebe, l'aide de camp de Kagame. C'est lui qui, à ce moment-là, mais c'est important de le savoir, il est le chef d'état-major de l'armée congolaise. C'est ce qu'il va faire parce qu'ils avaient une marionnette au pouvoir. Et voilà, ce sont des détails qui permettent de comprendre la suite des événements. Donc, quand ils arrivent là, la première chose qu'ils vont faire, c'est décapiter une partie de l'armée, de l'élite, l'establishment militaire qui est en place à l'époque de Mobutu. Beaucoup vont être assassinés, massacrés, empoisonnés dans la base de Kitona. Et Laurent Désiré Kabila, voyant que le Rwanda s'imposait de plus en plus au Congo, piller les ressources naturelles, se comporter en conquérant sur le territoire congolais, face à la pression populaire, Laurent Désiré Kabila décide de demander aux Rwandais de rentrer chez eux. Et là, c'est le Kourou à Kigali de Kagame qui décide d'enclencher la deuxième guerre du Congo, du 2 août 1998. Et cette deuxième guerre, comme la première, va être soutenue par les puissances anglo-saxonnes. Petit détail non sans intérêt, c'est que pendant la première guerre, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est beaucoup d'informations que je vais essayer de condenser, vous allez m'excuser, c'est que pendant la première guerre,
les entreprises anglo-américaines et canadiennes sont intervenues auprès de la rébellion de Laurent Désiré Kabila, soutenue par le Rwanda, pour signer des contrats miniers. Et on parle d'une rébellion qui ne contrôle pas encore la totalité du pays, qui contrôle certains territoires, et on signe avec cette rébellion-là, entre guillemets, des contrats miniers d'une valeur d'1 milliard de dollars à l'époque. L'un des contrats qui a beaucoup fait parler de lui à cette époque-là, c'est le contrat qui a été signé par l'AMFIELD, l'American Mineral Field, qui était une compagnie junior cotée à la Bourse de Toronto, appartenant à Jean-Raymond Boule, qui est un proche du camp Clinton. Et qui est aux États-Unis à ce moment-là au pouvoir? Bill Clinton. Et qui soutient le Rwanda à ce moment-là? Bill Clinton et le Pentagone. Donc, vous comprenez maintenant un peu le fil conducteur de tout ce qui arrive à ce moment-là au Congo. Donc, quand Laurent Désiré Kabila décide de changer les règles du jeu, dit, bon, le Rwanda, c'est fini, vous avez pris des choses, vous avez pillé le pays, ça suffit, rentrez chez vous, le Rwandais s'énerve, et les Américains voient rouge. Pourquoi? Parce que Laurent Désiré Kabila décide à ce moment-là de renégocier les contrats qu'il a signés avec ceux qui l'ont fait roi. Il a résilié certains de ces contrats, y compris le contrat de Jean-Raymond Boule avec l'AMFI. La deuxième guerre du Congo commence. Le Rwanda et l'Ouganda envahissent le Congo avec le soutien des États-Unis, qui vont déployer, comme lors de la Première Guerre, des éléments de forces spéciales. Et Madeleine Albright dira publiquement, je tiens aux Tutsis comme à la prunelle de mes yeux. Et face à cette invasion, une seconde invasion, les pays de la SADC, parce que le Congo appartient à la SADC aussi, la communauté des États d'Afrique australe. Donc les pays de la SADC décident d'intervenir aux côtés du Congo. Le Zimbabwe, l'Angola, la Namibie vont intervenir auprès du Congo. Donc on aura une guerre africaine sur front, en tout cas une guerre africaine instrumentalisée par des puissances occidentales. Et c'est ce qu'on va appeler la première guerre mondiale africaine. Parce que vous avez près de 8 pays qui s'affrontent au Congo. Le Rwanda, l'Ouganda, soutenu par les États-Unis, et aussi soutenu à bas bruit par l'Afrique du Sud de Mandela. Et de l'autre côté, vous avez la Namibie, l'Angola, le Tchad, le Zimbabwe qui soutiennent le régime de Laurent Désiré Kabila. Et quand ils vont bloquer les troupes rwando-ougandaises au niveau de Kitona, non loin de Kinshasa, qu'est-ce qui va se passer? Condoleezza Rice va intervenir personnellement auprès de l'ambassadeur de Zimbabwe auprès de l'ambassadeur de Zimbabwe à Washington pour lui demander de laisser un sauf-conduit aux troupes rwandaises. Donc, vous comprenez le rôle de sous-traitant que jouent à ce moment-là déjà les troupes rwandaises dans le piège du Congo. Maintenant, face à l'enlisement de la guerre, les Américains, comprenant qu'ils ne pourront pas renverser Laurent Désiré Kabila par les armes, puisqu'il est soutenu lui aussi par d'autres pays africains qui sont très importants. L'Angola est un pays très important, c'est une puissance régionale. Face à cette réalité, ils vont décider de l'avoir par les négociations. Et un ambassadeur occidental va dire, nous allons obtenir par la diplomatie ce que nous n'avons pas obtenu par la guerre. Et on va pousser les Congolais à négocier avec les groupes rebelles qui sont en réalité des fabrications rwando-ougandaises. Et à ce moment-là, on va parvenir à un accord de paix à San-Siti en 2002. Et c'est cet accord de paix qui va permettre la mise en place des institutions issues de ces accords-là. Donc, on va injecter dans l'armée congolaise des personnes qui ont appartenu à l'armée rwandaise, qui ont créé des rébellions contre le Congo et qui se retrouvent aujourd'hui au cœur de l'armée congolaise, y compris dans les services de sécurité. Et donc, les politiciens congolais qui ne comprennent pas ces enjeux-là vont accepter de jouer le jeu pour avoir droit au chapitre. Donc, on aura un pouvoir avec 4 vice-présidents. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore de l'histoire du Congo, qui avait 4 vice-présidents à l'époque. Un vice-président chargé de la défense, un vice-président chargé des finances. C'était quelque chose de fou. Mais ce processus a été biaisé. Et ça a été orchestré de l'étranger avec la complicité de certains Congolais véreux. Et ce qui a fait que le Rwanda, au fil des années, a pu consolider quand même son emprise sur une partie des services congolais. Donc, on a des services de sécurité et une armée qui sont totalement noyautés. Et ce qui rend difficile la tâche non seulement de mettre fin à l'instabilité à l'Est, mais surtout d'extirper les éléments qui gangrènent aujourd'hui notre système de sécurité, le système de sécurité congolais. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de l'armée congolaise? Est-ce qu'elle est totalement libre de ses infiltrations? Et puis surtout, pourquoi Tshisekedi va au front, la confrontation directe? Parce qu'aujourd'hui, les officiels congolais, le ministre de la Communication, le Premier ministre, le président, disent ouvertement que le Rwanda est en train de faire du désordre, en train de piller des ressources, ce qui, de mémoire, n'était pas dit à ce niveau-là de manière aussi ouverte.
pourquoi Tshisekedi a... Pourquoi il dit ça aussi ouvertement aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait qu'il soit plus libre dans son expression que Kabila avant lui? Première chose. Et puis surtout, pourquoi maintenant? Est-ce que c'est pas parce qu'il y a des élections bientôt? Mais il faut d'abord comprendre que Tshisekedi le dit 3 ans après son arrivée au pouvoir. Ben oui. 3 ans après. Mais pendant longtemps, il a fricoté avec le Rwanda. C'est ce qu'on oublie de dire. Il a signé des contrats très léonins avec le Rwanda au nom de la préservation de la paix régionale. Moi, j'ai fait des papiers à l'époque parce que j'ai écrit pour Sputnik et j'avais expliqué, j'ai fait des analyses pour expliquer que ça n'allait pas marcher. Tout ce qui se passe aujourd'hui, je l'ai expliqué dans mes analyses pour dire que le processus était biaisé et Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir en partie avec la complicité de Kagame qui à l'époque était le président de l'Union africaine. Et on sait dans quelles conditions Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Et donc, il s'est rapproché du Rwanda, se mettant à dos le Burundi et l'Ouganda, qui sont en froid un peu avec le Rwanda. Et on a signé des contrats très opaques avec le Rwanda. Et maintenant que, bon, Kagame est fait à sa tête et Félix Tshisekedi semble être dessus. Mais je veux même vous dire aujourd'hui que oui, j'ai des informations dignes de foi qui disent qu'il a envie de rompre. Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des choses qui lient Kagame à Félix Tshisekedi qui ne s'expliquent pas, que eux seuls savent. Hein, il y a des secrets d'État comme ça qui ne sont pas encore mis sur la place publique, mais aujourd'hui, au regard de la posture adoptée par le Rwanda, mais surtout de la colère qu'on observe au sein de l'armée, des forces armées, aussi de l'opinion publique, ben, ils n'ont pas le choix. En fait, la position de Félix Tshisekedi est davantage motivée par les pressions internes, par la pression interne, que par le souci de rompre définitivement avec le Rwanda. C'est beaucoup plus complexe ce qui se passe dans cette région-là, parce que vous allez retrouver dans cette configuration des gens qui sont ennemis la journée et des amis la nuit. Et en tout cas, dans la région des Grands Lacs, ça fonctionne comme ça pendant des années. La ruse est permanente dans cette région. Et donc, on peut venir là, c'est la raison pour laquelle les observateurs extérieurs ont du mal à comprendre la complexité du problème de l'insécurité au Kivu, cette insécurité dans laquelle sont impliqués aussi bien les éléments rwandais que les éléments congolais, burundais, voire ougandais. Chacun se dispute des territoires, des parties du Kivu qui sont riches en ressources naturelles pour des raisons, pour des intérêts qui lui sont propres. C'est très complexe. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a une vision manichéenne ou binaire, on ne peut pas comprendre ce qui se passe là-bas.